L'enjeu de cette table ronde, c'est d'être assez concis, mais plutôt de partager un point de vue sur pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet, pourquoi nous pensons que la façon de construire les bâtiments aujourd'hui et demain doit re-questionner tout un tas de codes et de façons établies. Le point de départ de tout ça, c'est un constat assez dur que je vais rapidement brosser, de ce qu'on appelle les polycrises, la somme des crises que nous connaissons. La loi de l'architecture de 77, nous on a l'âge de cette loi, on est toute une génération à être née à peu près à ces moments-là, et depuis que nous sommes nés, on a toujours été en crise économique. Aujourd'hui, on a une accélération de ce qu'on appelle la crise écologique, climatique, d'extinction des espèces. J'ai vu il n'y a pas très longtemps une étude qui montre qu'en 2050, dans les océans, il y aura plus de plastique que de poissons en termes de masse. Donc c'est vraiment des choses qui doivent collectivement nous questionner. Et ce qui est très important, c'est que les architectes, le monde de l'architecture, le CAE, les maîtres d'ouvrage qui sont aujourd'hui dans la salle, doivent prendre leur part de cet enjeu et doivent s'engager pour vraiment changer la façon de faire. Sinon, c'est évident que nous allons tous dans le mur. Donc ça, c'est important aussi de rappeler ces fondamentaux. En fait, le réemploi, et je vais m'attacher aussi, essayer de définir cette notion-là. C'est pas un effet de mode, c'est pas, à un moment donné, on a fait des bâtiments colorés, puis à un moment donné, on a mis des bambous en façade, etc. On n'est pas du tout dans cette approche-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux et à notre sens beaucoup plus nécessaire. Donc voilà un petit peu en introduction. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est de balayer quelques notions comme ça qui sont présentes dans l'exposition Matière Grise, également dans le catalogue. Montrer quelques projets aussi, une petite sélection de ce qui est présent à l'exposition, mais pour vous montrer que oui, c'est possible et que c'est un engagement, oui, c'est de l'innovation, donc c'est pas forcément plus simple, mais c'est pas forcément plus compliqué que faire de l'architecture conventionnelle ou traditionnelle. Et enfin, je prendrai deux exemples de réalisations que nous avons menées récemment pour vous montrer que même dans des contraintes administratives, techniques, normatives, on arrive à faire des choses. Donc le premier dessin est ce dessin où d'un côté il y a le vaisseau spatial Terre, donc qui est un volume fini avec des ressources finies, et de l'autre côté il y a un équipage qui est la population mondiale qui augmente de 200 000 personnes tous les jours, c'est-à-dire que toutes les semaines on a 1 million d'habitants qui s'ajoutent à ce vaisseau spatial. Donc forcément la question des ressources doit se poser. Elle se pose d'autant plus que pour tout un tas de matières premières, on arrive à ce qu'on appelle l'épuisement des ressources. Alors on nous parle depuis très longtemps de la fin du pétrole, donc il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. On est en train d'aller chercher du pétrole dans des sables bitumineux où il faut quasiment un baril de pétrole de consommer pour extraire un baril de pétrole. Donc bientôt il faudra plus de pétrole pour aller le chercher que le pétrole qu'on arrivera à extraire. Donc on comprend que ça peut absolument pas marcher. Donc d'un côté on a cet épuisement des ressources, et de l'autre côté on a un phénomène depuis à peu près un petit siècle, on va dire, d'une accumulation et d'une explosion des déchets, où on est passé à l'ère de l'obsolescence, où tout un tas de choses que nous avons dans nos environnements, mais également dans la construction, parce que c'est toujours l'angle du bâtiment qui nous intéresse. Voilà, on a des choses qui ont une durée de vie très très courte, alors qu'on a construit pendant des milliers d'années avec, par exemple, la pierre massive, qui a été réemployée des dizaines et des dizaines de fois. On démontait des bâtiments pour en faire d'autres. On a des exemples ici, évidemment, avec la pierre de granit notamment, qui peut avoir 5, 6 ou 7 vies. Quand on a des matériaux plastiques, des matériaux complexes, des matériaux composés, qui sont aussi la tendance de la complexification des matériaux de construction, ben c'est beaucoup plus dur à réemployer, et donc du coup une grande partie part à la benne. En Île-de-France par exemple, on a 75% des déchets d'Île-de-France qui sont des déchets issus de la construction, à peu près 15% qui sont des déchets industriels, et autour de 12% de déchets ménagers. Donc ça aussi c'est très important, parce qu'on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il faut trier ces déchets, la poubelle verte, la poubelle jaune, la poubelle bleue, mais en fait la grosse partie c'est quand même les déchets du bâtiment, et eux ils ne sont que très très rarement triés. Quelques dessins de quelques données pour prendre la mesure de tout ça. Ce dessin-là représente 20 tours Eiffel, qui est la quantité d'acier qui est consommée chaque 24 heures dans le monde. Donc on assemble 20 tours Eiffel en acier toutes les 24 heures. Et un autre dessin sur le béton qui est coulé aussi à l'échelle mondiale, qui correspond à remplir une piscine olympique toutes les 15 secondes.
Et donc dans le béton, évidemment, il y a tout un tas de composants, dont le sable. Et à droite, c'est un dessin sur la mafia du sable, parce que le sable est une ressource qui est en train de s'épuiser. Et donc, vu quand une ressource s'épuise, sa valeur augmente. Quand sa valeur augmente, tout un tas d'économies parallèles sont en train d'émerger. Et donc aujourd'hui, il y a des bateaux un peu fantômes qui vont notamment en Asie aspirer des sables discrètement, parce qu'on est dans des eaux internationales qui n'appartiennent à personne. Et en aspirant ce sable-là pour aller ensuite construire en Chine ou au Moyen-Orient des bâtiments en béton, ils affaiblissent les écosystèmes marins, etc. Donc c'est très important de se rendre compte que tout est lié et que l'architecte, le concepteur et au-delà le maître d'ouvrage qui passe commande ou qui décide de faire un projet doit avoir en fond et doit avoir conscience de cette responsabilité sur le prélèvement de ces ressources. Voilà, donc c'est l'image de dire, quand on dessine 2 traits sur un papier en disant ça sera un mur de béton de 20 cm, il faut s'imaginer qu'il y aura du sable et qu'une fois qu'on a emprisonné le sable dans un mur en béton, on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc ça, c'est aussi important parce qu'il n'y a pas de réversibilité. Donc le réemploi, on peut l'appeler récupération, réutilisation, récup. Il y a tout un tas de mots. On en parlera peut-être avec Paul. Aujourd'hui, on a décidé un petit peu collectivement de s'arrêter sur ce mot-là parce que voilà, il fallait bien lui trouver une définition. Il y a Jean-Marc Huygen, enseignant à l'école d'architecture de Grenoble et Marseille, pardon, oui, qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle L'architecte et la poubelle, que je vous encourage à lire ou à consulter, et qui donne justement une définition très précise. Et donc on a décidé de considérer que quand on réemployait un élément de construction pour lui donner une seconde vie, on appelait ça du réemploi, mais voilà, il ne faut pas rester bloqué sur ce mot-là, parce que des fois il y a d'autres façons de l'appeler, et ça ne nous dérange pas non plus, absolument pas. Donc si on prend l'exemple d'une porte, par exemple, dans un bâtiment, eh bien, elle vient de la nature, elle vient d'un arbre qui fait des planches. Les planches sont assemblées. Et le jour où soit la porte est cassée ou n'est plus utilisée, soit le bâtiment lui-même est démonté ou démoli, en fait, on va avoir 5 possibilités par rapport à cet objet-là qui est devant nos yeux. Soit on va la réutiliser. Donc la réutilisation, c'est prendre une porte et s'en servir pour faire une porte, mais il faut trouver le dormant aux mêmes dimensions, il faut trouver qu'elle s'ouvre dans le bon sens, etc. Donc c'est pas forcément évident. Soit on va la réemployer, c'est-à-dire qu'on va considérer que cette porte a une valeur intrinsèque de sa matière et donc on va en faire un cloisonnement, on va en faire un bardage, on va lui trouver une autre utilisation. Soit on va la broyer et chercher à faire du panneau de particules avec le bois massif, donc c'est ce qu'on appelle le recyclage, en sachant que là il y a un ajout d'énergie important et par ailleurs il y a ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire que le bois massif, le chêne massif qui devient du MDF ou du panneau de particules, au bout d'un moment on ne peut plus en faire grand-chose, soit ce qui est le cas dans 95% des cas, on va l'incinérer. Donc on va la mettre dans une machine qui va la brûler, soit on va l'enfouir parce qu'on ne veut plus l'avoir et on le considère comme déchet. Et donc si vous voulez, le réemploi et dans une certaine mesure sur certains matériaux comme le métal, le recyclage, vont à la fois éviter de générer des pollutions et vont en parallèle éviter d'aller prélever des ressources et des matières premières. C'est ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est de considérer que les bâtiments qui nous entourent sont les carrières de demain. C'est-à-dire que ce gisement de matériaux qui a déjà été prélevé, qui est déjà là, en fait, plutôt que de le mettre à la poubelle, en fait, on va chercher à le valoriser, à le transformer. Alors on peut remonter beaucoup plus loin, on peut même remonter à la réhabilitation des bâtiments. On peut se dire, mais avant de démolir ou de déconstruire un bâtiment, il faudrait d'abord se questionner sur est-ce qu'on ne peut pas s'en servir. Donc ça, c'est encore une autre étape. Je pense que vous avez déjà abordé ces thématiques au CAUE. Là, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce sujet-là qui nous importe, même s'il est très important, parce que voilà, on considère que des fois, on n'a pas trop le choix, et des fois, on est quand même obligé de déconstruire ou de démolir. Et enfin, le dernier dessin qui est ce cocktail, ce qu'on a appelé le mix matériotique, un petit peu de la même façon, alors je ne sais pas comment dire, dont on parle, non, un petit peu comme on parle du mix énergétique. En fait, le mix énergétique, c'est l'idée que chaque énergie doit être utilisée à son meilleur fonctionnement. Donc c'est la combinaison des énergies, parce que si vous avez que de l'éolien, le jour où il n'y a pas de vent, vous êtes cuit, et si vous avez que du solaire, par exemple, le jour où il n'y a pas de soleil, donc comment ce mix est performant. Et donc on a fait le parallèle sur le mix des matériaux. Très important aussi de dire qu'il n'y a pas de volonté
de notre point de vue, d'opposer des matériaux. Il n'y aurait pas des matériaux vertueux et d'autres qu'il faudrait absolument refuser, mais plutôt de chercher à être le plus juste dans la répartition des différents matériaux, dans l'architecture, dans la façon de construire, et bien sûr en maximisant les matériaux biosourcés, parce que ce sont les seuls qui pourront se régénérer pour les générations futures, et de minimiser les matériaux issus des ressources fossiles, parce qu'on est vraiment proche de la disparition. Donc tout ce constat a donné lieu à cette exposition dont Rémi Laporte a parlé en 2014 au pavillon de l'Arsenal. Depuis, l'exposition se déplace un petit peu en France et à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, ça devient un support local d'appropriation, d'ouverture sur le sujet, de réflexion. Et ça, c'est pour ça qu'on l'accompagne autant que faire se peut, parce qu'on pense que ce qui est très intéressant dans le réemploi, c'est que c'est aussi une reterritorialisation de la façon de construire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun intérêt à aller chercher des portes de réemploi à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe ou du monde. L'idée, c'est vraiment de travailler sur un gisement dans un rayon acceptable de déplacement. Et donc ça, c'est très important parce qu'on a aussi, comme dans tout un tas d'autres domaines, l'agriculture notamment, on s'est totalement déconnecté de nos environnements proches et on sait que le futur doit re-questionner ces rapports à la proximité. Donc quelques projets pour vous donner aussi un petit peu l'envie d'aller voir l'exposition, mais en tout cas de voir ce qui s'est fait de par le monde. Alors on a cherché des projets qui se construisent dans des contextes techniques et administratifs relativement équivalents à la France. Donc on est principalement en Europe, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Amérique du Sud, mais voilà, on est quand même dans des conditions de construction et de conception qui sont comparables. Pour pas qu'on nous dise oui mais ça c'est fait sans réglementation, c'est fait dans un autre contexte. Non, là on est vraiment sur des conditions très proches. Donc ici on est aux États-Unis, une structure d'enseignement et d'expérimentation qui s'appelle le Rural Studio et qui donc décide de construire pour des habitants qui n'ont absolument pas les moyens de construire quoi que ce soit, qui sont vraiment dans des conditions d'une très grande précarité et qui donc dans l'Oklahoma décide de réemployer des matériaux. Et donc là ici on a la récupération de dalles de moquette. Donc des dalles de moquette qui font 50 par 50 et dont on produit des quantités astronomiques, qui ont des durées de vie. La durée de vie des bureaux, c'est en dessous de 10 ans. Donc c'est-à-dire en dessous de 10 ans, on enlève et on jette tout ce qu'on a mis dans des bureaux. Donc quand on sait les milliers de mètres carrés, et je regarde les personnes de Michelin qui ont énormément aussi de bureaux et de fonciers à Clermont-Ferrand et qui ont aussi des turnovers totalement incroyables. Donc il y a un gisement exceptionnel. Et donc là, ils décident d'assembler ces dalles de moquette-là, de les empiler l'une sur l'autre, de faire passer une tige filetée et de considérer que ça sera une partie de la structure du mur porteur qui viendra ensuite porter la toiture et qui sera par ailleurs isolant parce que la compression des dalles, leur épaisseur fait qu'on est dans une performance intéressante. Là aussi, l'idée est de dire, très important, il ne s'agit pas de faire une architecture de la poubelle ou du déchet ou du rebut. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif est par ailleurs, dans toute situation, de répondre à un besoin, un cahier des charges. Donc la maison doit d'abord être habitable, doit être saine, doit être performante, chaleureuse, confortable, et parallèlement considérer que c'est aussi une véritable architecture contemporaine et on n'est pas ni dans un pastiche du passé, ni dans un abandon de tout ce qui peut faire une architecture de qualité. Ici, à une autre échelle, le Parlement européen à Bruxelles, où Philippe Samin, l'architecte belge, décide de faire un mur rideau, la façade qui va donc protéger une double peau en fait, de ce bâtiment européen, en récupérant des châssis de fenêtres de l'ensemble des pays européens. Voilà, donc il a travaillé avec une fédération de menuisiers et puis il a récupéré des milliers de fenêtres pour les assembler dans un maillage à la fois très technique dans sa performance et à la fois très sensible dans les matériaux assemblés. Ici en Espagne, Arturo Franco qui réalise la transformation d'un abattoir pour en faire un lieu culturel. Et donc là, il se rend compte qu'on va déposer l'ensemble des toitures et donc des tuiles de toiture qui sont
qui sont présentes. Et donc, ils décident de les déposer soigneusement. Ça aussi, vous allez voir, c'est très important. Le réemploi n'est possible que si on décide de ne pas démolir à la masse ou à la boule, même si la boule, ça se fait quasiment plus. Mais en tout cas, il faut vraiment déconstruire et plus démolir. Et donc là, ils décident de déconstruire la toiture et d'assembler ces éléments de terre cuite de manière à en faire un espace d'accueil, d'entrée du musée, qui est un espace non chauffé, tempéré, mais avec une qualité de réalisation qui en fait vraiment un projet très très fort. Donc ça aussi c'est très important parce que quand vous réemployez un matériau, quelque part, vous réappropriez sa qualité, son histoire, sa patine, tout ce qui fait que on préfère les bâtiments qui ont vieilli ou même on préfère une vieille table de ferme qui a 150 ans à une table qu'on va aller acheter chez But en formica et qui ressemble à rien. Donc ce parallèle-là, on peut vraiment le faire aussi dans les matériaux de construction et on va aussi aller chercher l'histoire de cette matière. Ici, aux Pays-Bas, Superuse Studio, qui, pour une maison individuelle, alors l'histoire, je ne me rappelle plus si c'est le maître d'ouvrage, il me semble que c'est le maître d'ouvrage qui vient les voir en disant « je voudrais construire une maison 100% réemploi ». Donc je veux que vous poussiez tout au maximum. Donc ils sont allés très très loin, je crois qu'ils ont réussi à arriver à 85%. Ils ont réussi à récupérer des structures métalliques pour faire les faces, pour faire des parties porteuses. Ils ont réussi à récupérer même une partie, un ascenseur dans la maison qui vient de notre bâtiment. Donc ils sont allés vraiment très très loin. Avec là aussi un engagement très fort de la maîtrise d'ouvrage. Il ne faut jamais oublier que l'architecte seul ne fait pas grand chose et que l'architecte répond aussi à une attente et à un besoin. Et pour la façade, ils ont travaillé avec des tourets EDF, que vous avez tous vus, qui sont donc ces deux plaques de bois avec des éléments verticaux qui les relient. Et en fait, c'est très simple à démonter parce qu'il y a une tige filetée au centre. Et quand on enlève cette tige filetée, on a tout un tas de bardeaux de bois qui sont disponibles. Et donc, ils ont fait la totalité de la façade du bâtiment avec ces bardeaux. Et là aussi, c'est totalement impossible. Si je vous avais montré cette image-là sur une autre thématique, sur la maison individuelle par exemple, personne n'aurait dit, mais le bois, d'où il vient. Donc là, le réemploi disparaît totalement et c'est aussi quelque chose qui nous intéresse de ne pas chercher à uniquement afficher l'histoire, mais plutôt à chercher un résultat. Un autre projet aux États-Unis, où là on est dans un autre matériau, on est dans la question du béton dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, où là un maître d'ouvrage avait une ambition assez grande mais avec des moyens assez réduits, mais par contre avait beaucoup de temps, il n'était pas pressé dans le délai de réalisation de son bâtiment, et donc là les architectes de Studio Gang décident de travailler avec un fabricant de béton et lui demandent de venir couler les fins de toupie des autres chantiers que l'entreprise de béton avait, et donc quand on fait du béton, on en fait toujours plus que nécessaire. Et donc, on ne sait jamais trop quoi en faire. Et donc là, en fait, on a du coup la somme des bétons qui restent, qui sont déposés en marbrure. Et donc, on se retrouve avec ce projet-là qui est à la fois... alors, on peut discuter la géométrie un peu complexe, mais par ailleurs, on peut considérer que voilà, ce bâtiment est assez spectaculaire, ou en tout cas a une histoire qui est d'abord une histoire quand on le voit et qui surtout a une histoire quand on sait comment il a été construit. Et donc bien sûr les différences de teinte sont liées aux différences de béton qui ont été récupérées. Donc voilà un petit peu quelques projets que nous avions identifiés. On en a trouvé un peu plus de 300 et on en présente autour de 80 dans l'exposition, en cherchant chaque fois à essayer d'expliquer très simplement et très rapidement dans quelles conditions ces projets ont été réalisés, comment les architectes ont réussi à dépasser les freins de l'utilisation du réemploi. À notre modeste échelle, une fois que nous avons fait l'exposition, on nous a passé commande de réhabiliter un des salons de l'Hôtel de Ville de Paris à destination des élus, qui était ce salon-là, salon Chéré, du nom du peintre qui a fait des grandes fresques murales, en disant est-ce qu'on pourrait faire un démonstrateur du réemploi de matériaux pour réhabiliter ce salon-là dans un délai très court, avec un budget très serré et avec une ambition très forte, comme souvent dans ces demandes. Et donc, on a réellement hésité à y répondre et on a souhaité y répondre à deux conditions. La première condition était de travailler avec les déchetteries de la ville de Paris. Donc on est allé voir, il y a 5 déchetteries qui sont autour de Paris et qui tous les jours broient, concassent et reçoivent des tonnes et des tonnes
de matériaux qui sont jetés par les Parisiens, ce qu'on appelle les encombrants, qui sont donc c'est plutôt des déchets ménagers. Mais voilà, et donc on leur a demandé par exemple de récupérer les chaises, et donc ils nous ont en une semaine, ils nous ont récupéré des centaines de chaises pour ensuite les retravailler et s'en servir dans le projet. Et parallèlement, on a aussi souhaité travailler avec les services techniques de la ville. Donc ça aussi, s'il y a des maîtres d'ouvrage ou des communes dans la salle, je pense que la question des savoir-faire aussi internes aux structures publiques est quelque chose de très important. On a cherché à externaliser un maximum pour des raisons totalement absurdes de contrôle budgétaire, mais en fait on se rend compte que ça coûte plus cher et que surtout on perd à la fois des savoir-faire et une matière. Donc ça, je pense qu'il faut aussi que collectivement on se réveille sur cette externalisation de tout. Au bout d'un moment, on va même externaliser peut-être les élus un jour, parce qu'on va se rendre compte que ce serait mieux de les salarier. Et donc c'était très important de dire, nous on veut bien travailler avec vous, mais on veut que les matériaux ils viennent de la ville, et on veut que les personnes qui vont le construire viennent également de la ville. Et donc on a rencontré des gens fantastiques avec des savoirs incroyables, qui sont très très peu valorisés, parce qu'en fait c'est des gens invisibles. Et donc on a souhaité les valoriser également. Et donc c'est eux qui par exemple ont récupéré ces chaises-là, ont enlevé principalement les assises qui sont souvent très abîmées, les ont réparées, les ont renforcées, les ont peintes dans des cabines de peinture comme on peint des voitures, et on en fait des objets qui sont ensuite venus faire cet aménagement-là, avec une très grande table réalisée en bois massif, là aussi dont la totalité du bois vient de ce qui avait été jeté par les Parisiens. Donc ça, c'est un projet d'aménagement intérieur. Donc on peut dire, bon, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de décennale, il n'y a pas de bureau de contrôle, il n'y a pas d'ingénieur, voilà. C'est vrai, après il faut quand même que ça marche, il faut quand même que quand on s'assoit, on tienne et que ce soit confortable. Donc voilà, mais c'est vrai que réglementairement, c'est pas très compliqué. Et donc, suite à ce projet-là qui avait assez bien marché, on nous a demandé, avec le pavillon de l'Arsenal et également la ville de Paris, de faire un démonstrateur pour la COP21, à l'occasion de la COP21, de construire un petit bâtiment éphémère sur le parvis de l'hôtel de ville en utilisant au maximum des matériaux de réemploi. Et donc là, on a travaillé ce sujet-là et on s'est confronté à la question de l'identification de la ressource. C'est-à-dire que, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système, quand vous faites un bâtiment, aujourd'hui, on construit avec 35 000 références de matériaux. À peu près, hein, quand vous êtes concepteur, bon voilà, vous voulez un mur, ben vous avez des types de murs, mais vous avez des catalogues, vous avez des magasins, vous avez des revendeurs, donc vous avez accès à cette ressource-là. Quand on travaille aujourd'hui avec des matériaux de réemploi, on n'a pas ce catalogue-là, donc on est sur ce qu'on appelle l'opportunité constructive, qui n'est pas de l'opportunisme, mais qui est juste le fait d'être au courant d'un gisement, savoir avoir un coup de fil. On en parlera peut-être avec Paul, mais on reçoit des mails souvent. Voilà, je démonte un bâtiment une serre agricole de 5000 m². C'est demain, est-ce que vous pouvez venir avec un camion? Donc souvent on dit non parce que on est appelé beaucoup trop tard. Et puis en parallèle, on n'a pas forcément les projets pour cette utilisation-là. Donc en tout cas, on s'est lancé dans ce jeu-là et on a réussi à construire ce bâtiment qui fait 80 m², donc qui est pas très grand, qu'on a construit avec un peu moins de 100 000 € de main-d'œuvre, parce que le transfert aussi se fait entre les matériaux et la main-d'œuvre. Souvent, on va vous donner les matériaux parce que la mise en décharge coûte. Donc quand on vous donne un matériau, plutôt que de le mettre en décharge, il y a une plus-value pour la personne qui vous le donne. Mais par contre, souvent, c'est un peu plus compliqué et un peu plus long à mettre en œuvre. Et donc, il y a ce transfert-là qui est très important. Et notamment, on a identifié un gisement d'un immeuble de logements sociaux dans le 19e arrondissement qui remplaçait 400 portes palières, les portes d'entrée des appartements, qui étaient en bois massif. Et donc on a décidé de faire ce bâtiment-là à partir de ces portes, qui avaient donc des dimensions données. Et donc aussi, ça fait un lien sur ce rapport à la conception, où le concepteur doit s'adapter aux matériaux qu'il trouve. Et donc ça réinverse aussi quelque chose qui des fois est un peu absurde, de vouloir absolument être sur une dimension liée au rectangle d'or, ou je ne sais trop quelle dimension céleste, mais qui en fait qu'il faut couper une plaque de plâtre plutôt que la garder sur sa dimension native. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'inverse. Vu qu'on est dans une économie de moyens et de rapidité, on est obligé de s'adapter à la dimension de la matière qu'on trouve. Donc la hauteur, la largeur, la profondeur de ce bâtiment a été en partie donnée par ces portes que nous avons souhaité assembler dans une manière assez simple, en chevron, avec uniquement des coupes d'angle et des coupes en fin de bardage. Et donc là, c'est vraiment la vêture du bâtiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient devant le pare-pluie, qui n'est pas responsable de l'étanchéité,
mais qui va faire son enveloppe, son identité, et qui va participer à cette narration. À l'intérieur, on a aussi récupéré des anciennes 6 messes d'exposition pour faire les murs, le mobilier de la même manière que dans le projet précédent, les luminaires qui dormaient dans des entrepôts de la ville où en fait la gamme de luminaires avait changé, donc il y avait des milliers de luminaires qui avaient été abandonnés, l'isolation qui venait d'un supermarché où il y avait eu un dégât des eaux et pour que l'assurance fonctionne, il fallait déposer la totalité de la toiture, donc on avait 5000 m² de laine minérale qui nous a été donné par le syndicat des étancheurs qui, je ne sais pas si c'était pas par vous d'ailleurs qu'on a vu le plan. C'est possible, voilà. Donc qui nous avait appelé dans ce tempo-là. Et donc, jusqu'aux plaintes qui sont du chêne massif qui avait été utilisé sur un projet de Rudy Ricciotti en façade. Et le charpentier avait dans son hangar gardé du linéaire de ces matériaux-là parce qu'il n'avait pas pu quand même les mettre à la benne au vu de leur valeur. Et donc on a ce bâtiment éphémère, provisoire, pardon, qui devait rester 4 mois sur le Paris d'Hôtel de Ville, qui est encore présent 14 mois après. Donc là aussi, il y a le temps du déplacement et qui doit finir dans un équipement sportif à Paris pour en faire un lieu de sociabilité, une forme de clubhouse. Voilà très rapidement ce que j'avais à vous partager ce matin. Merci.